Du cinéma, il en sera question dans ce 1945. Aboubakari II serait le premier Africain à traverser l'Atlantique pour découvrir l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Son histoire est contée des siècles après dans un long métrage inédit. Nous recevons sur ce plateau Cheikh Tidiane Seck, producteur associé du dit film. Au cœur des débats, les tenues scolaires font leur retour dans l'actualité. Entre uniformisation, discipline et identité culturelle, enseignants, parents et élèves, tous optent pour suivre un focus sur les expériences menées dans certaines écoles et leur impact sur le quotidien des élèves. Le rendez-vous est pris pour le 21 décembre 2025 au Maroc, date du coup d'envoi de la CAN 2025 dévoilée par la CAF. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le film documentaire African Glory continue sa tournée au Mali. Après l'Institut français, les projecteurs se sont braqués sur le cinéma Babemba, où la légende d'Aboubakari II, empereur mandingue, fut contée. Des mains étaient sur place. Voilà, nous y sommes. La deuxième projection du film African Glory ce dimanche 15 décembre 2024. Une foule de tout âge s'est ruée vers le cinéma magique Babemba pour une tournée qui a du sens dans le pays des descendants d'Aboubakari II. Pour le réalisateur du film, ce projet est une quête de mémoire. Ce qui m'a inspiré, c'est que j'ai jamais entendu cette histoire-là à l'école. C'est une histoire extraordinaire. C'est 2000 navires qui quittent l'Atlantique, d'un empire gigantesque. Je me suis dit, mais pourquoi dans nos écoles, on ne nous enseigne pas ça, et encore moins dans les écoles d'Afrique? Donc, moi, en tant que cinéaste, je me suis dit, voilà, mes outils, c'est les outils cinématographiques. Et donc, voilà, j'ai pris cette initiative d'essayer de transmettre cette histoire. Coproduit par l'illustre artiste malien Cheikh Tidiane Seck, ce film est pour ce dernier non seulement une quête de mémoire, mais peut-être aussi un devoir, car raconter cette histoire de l'empereur Aboubakari II, c'est raconter l'histoire qui a marqué et bercé son adolescence. Et cette histoire, comme je me plais à le dire, j'ai dit à qui veut l'entendre, c'est l'histoire de mon enfance. Au début, moi je pensais à un opéra, et ça c'est transformé en long métrage et après maintenant documentaire fiction. C'est une histoire juste pour dire que non, nous, la vérité, nous la voulons avec aussi les récits. Je ne reviendrai pas de cette expédition, mais mon nom reviendra. Telles furent les dernières paroles de l'empereur Aboubakari II à son peuple avant son voyage. Pourtant, ce personnage historique reste méconnu par bon nombre de Maliens. L'historien présent lors de la projection a bien voulu nous éclairer sur ce sujet. Cela est dû tout simplement au fait que certains essayent de faire l'histoire du monde selon la loi des vainqueurs et des vaincus. C'est ça un peu la question. Parce qu'il y en a qui pensent que l'histoire doit être faite par eux et non par, n'est-ce pas, d'autres. Ce projet ne se limite pas juste à l'écran. Il est surtout porteur d'un message fort. Ce film devient le berceau d'une nouvelle manière de raconter l'histoire, à la fois locale et universelle. Une manière de dire au monde, l'Afrique est riche de récits et il mérite d'être entendu. African Glory avec nous sur ce plateau, Monsieur Cheikh Tidiane Seck, artiste musicien. Il en est le producteur associé et l'un des instigateurs. Bienvenue à vous. Je suis honoré de faire partie de vous inviter. Cheikh Tidiane Seck, qu'on a donc l'habitude de voir sur les scènes musicales. Il est aujourd'hui producteur associé, acteur et l'un des instigateurs, je viens de le dire, de ces films. Expliquez-nous ce parcours. Le parcours est hyper simple. C'est justement l'histoire de mon adolescence. Et ça remonte à très longtemps déjà. Et j'ai eu un livre de Pathé Diagne, un écrivain sénégalais, qui parle de la vie d'Aboubakari II. Ce livre-là, je l'ai amené à Aimé Césaire, qui n'est plus à présenter. Aimé Césaire a lu le livre, il a dédicacé avec Cheikh Tidiane, dont le chant généreux nous accueille au seuil de l'Afrique nouvelle. Cette dédicace-là était comme une victoire pour moi. Et c'est ce livre que j'ai montré au réalisateur Thierry, puisqu'on travaillait sur la musique ensemble. Il a dit, tiens, mais attends. J'ai dit, mais moi, j'ambitionne de faire un opéra sur la vie d'Aboubakari II. De l'opéra, on a dit, ouais, pourquoi on ne fait pas un film, un long métrage? De long métrage, on est devenu sur une documentation, un documentaire fiction plutôt, dirons. Alors, depuis la projection du film au Mali, comment est-ce que le public l'a accueilli?
il y a eu beaucoup de chaleur. Ceux qui ne connaissaient pas l'histoire de ces grands explorateurs, tout le monde était touché et ça a été une grande ovation. Comme en Europe, chaque fois qu'il s'est passé, on a vu les gens se sont levés à la fin du film. Et ce film rétablit justement quelque part une part, et je dis bien une part parce que tout est à faire, notre dignité, comme les Africains-Américains aimaient le dire, au visionnage de ce film. Ce film est pour juste dire que oui, non, tout ne commence pas depuis les découvertes de Christophe Colomb. Tout commençait bien avant, depuis nos empires, les grands empires du monde. Et donc, quels ont été les défis rencontrés lors de la production de ce film? Les défis ont été de convaincre certains scientifiques de renoncer à leur certitude, essayer de voir l'histoire sous un autre angle. Et donc, on a eu la bénédiction de nos éléments. Je vous parlerai de Chaka Kone, de Issa Diakité, le fils de Wa Kamisogo, Wa Kamisogo, et puis et tant d'autres. Modibo, même il y a eu les descendants directs d'Aboubakari II et de Sundiata, justement, parce que les deux sont liés. Et tu vois, Modibo Keïta, par exemple, pour ne citer que cela, il y a eu tellement. Ça a été une histoire d'où on peut dire que les Mandinkas se sont appropriés cette histoire-là. Et c'est important, donc, parce que Thierry et les réalisateurs, bien sûr, cette histoire, j'aurais pu le faire avec mon aîné, Cheikh Omar Sissoko. Et je n'ai que partie revanche. Il y a tellement d'histoires, nous sommes pleins d'histoires. Je pense qu'il y aura plein de films dans ce sens-là, pour juste dire que nous étions là et aussi un peuple avec une forte civilisation. Dans le film, on vous voit comme acteur en train de raconter l'histoire. Comment est-ce que vous avez vécu ce rôle-là? Et ce rôle, nous jouons tous un rôle. Même vous me parlant avec le sourire, là, vous jouez un rôle. Le rôle est être soi-même. Tu vois, être soi-même et tu joues tout. Donc, moi, j'ai été plutôt narrateur qu'acteur, parce que c'est, comme je dis encore, c'est un documentaire fiction. On n'est pas allé dans le vif du sujet où on doit jouer des rôles physiques, hein, tu vois. Et tout était dans l'approche, comment dirais-je, intellectuelle et scientifique des choses. Après l'Institut français, le cinéma Babemba, quelles sont les prochaines étapes? Il y a eu Kabbalah aussi, l'université de Kabbalah. Et les prochaines étapes, ce sont de faire un African Glory Tour sur les capitales ouest-africaines. Un dernier mot pour ceux qui n'ont pas visionné pour le moment le film. Ben, vous serez vraiment agréablement charmé de voir ce film qui ne fait que justement donner l'accent sur notre réalité qui est notre futur aussi. Ça veut dire les explorations de Aboubakari II, il ne faut pas passer à côté. Et il faut toucher à cela, il faut toucher à Touramaga, Damonzon, Babemba, Tcheba, Komidiosé, je ne pourrais pas les citer. Il y a tellement d'exemples. Nous sommes le pays des grands empires. Et donc, il y a tellement d'histoires, Bakaridian, Bilissi, etc. Je ne pourrais pas les énumérer tous. Donc, il y a tellement de sujets à aborder pour dire que oui, tout n'est pas Wakanda. Merci beaucoup, Monsieur Seck. Merci d'être passé sur ce plateau. Et comme on le dit, l'Afrique mérite d'être comptée. C'est ça, n'est-ce pas? Exact. L'Afrique mérite amplement d'être comptée et nous sommes le peuple premier. Merci à vous. Merci. Ce journal se poursuit et nous parlons des États généraux de la santé lancés ce mardi 17 décembre 2024. Djeneba Samaki. Pendant des décennies, d'énormes efforts en faveur de la mise en œuvre des plans et politiques de santé ont été consentis par le gouvernement pour améliorer les indicateurs du secteur de la santé. Malgré ces efforts, les indicateurs restent malheureusement en deçà des attentes.
Ces faibles niveaux montrent à suffisance les limites du système de santé actuel à assurer une couverture effective des populations. Les États généraux permettront donc de garantir à tous les Maliens des services accessibles et des soins de santé de qualité. À cet effet, il est attendu des propositions concrètes visant l'amélioration de la performance du système de santé pour une réduction significative des taux de morbidité et de mortalité maternelle et infantile, la restauration de la confiance des usagers en leur système de santé. Le système de santé est confronté à des défis qui sont entre autres liés à la qualité et à l'organisation des services de santé, au financement, à la gouvernance du secteur de la santé et aux impacts du changement climatique. Malgré cela, des avancées ont été enregistrées ces 10 dernières années. Les décès maternels sont passés de 368 à 325 pour 100 000 naissances vivantes. Les décès des enfants de moins d'1 an, de 56 à 52 pour 1000. Et les décès des enfants d'1 à 5 ans, de 95 à 87 pour 1000 naissances vivantes. Et il était donc nécessaire d'arrêter les temps pour réfléchir et ressortir les idées qui peuvent nous remettre dans une très bonne dynamique pour que notre système de santé soit robuste et efficace. Les États généraux de la santé se fixent comme objectif d'établir les diagnostics et proposer des réformes en vue de corriger les dysfonctionnements constatés lors des instances de suivi et d'évaluation des projets et programmes de santé. Ceci pour la refondation du système de santé autour des préoccupations légitimes des populations. De dimanche à hier lundi, l'armée malienne a effectué plusieurs opérations qui ont permis de mettre hors d'état de nuire plusieurs combattants, mais qui a aussi et surtout permis de capturer un chef de premier plan de l'EIGS, Aminata Keïta. C'est une victoire de plus pour l'armée malienne. Je cite, « Les unités FAMA engagées dans la direction d'Anderaboukan, dans la région de Ménaka, ont capturé Ahmad Agdita, un chef de premier plan de l'État islamique au Grand Sahara, responsable de grand nombre d'exactions et d'abus, également commanditaire d'attaques contre les forces armées maliennes. » Fin de citation. C'est par ces termes que l'armée a annoncé avoir mis hors d'état de nuire cet important chef terroriste. Ahmad Agdita aurait occupé une position importante au sein de la structure de l'EIGS, jouant un rôle clé de coordination entre les hauts dirigeants de l'organisation. Il aurait également été impliqué dans la gestion des flux financiers, supervisant à la fois le transit de financement externe et la collecte de taxes auprès des populations locales. Ces ressources étaient utilisées pour financer les activités de l'EIGS dans la région, notamment ses opérations militaires et logistiques. Cette arrestation pourrait avoir un impact sur l'organisation de l'EIGS en désorganisant ses mécanismes financiers et opérationnels. La capture de Ahmed Agdita constitue vraiment un coup dur à l'EIGS. Du moment où il était un pivot par lequel passaient les différentes sources de financement de cette organisation, il était celui par lequel transitaient les taxes qui paient les communautés sous leur emprise. L'avancée de l'armée aujourd'hui est vraiment une réalité, et surtout basée sur des renseignements précis, chose qui certainement mettra en mal cette organisation. Nous pouvons nous attendre à d'autres exploits de ce genre au fur et à mesure. Lors de l'opération qui s'est déroulée dans le secteur de Tagadeyat, près d'Anderaboukan, les femmes ont également neutralisé plusieurs combattants et saisi un arsenal militaire comprenant des agents explosifs improvisés. Des frappes aériennes de l'armée ont aussi détruit un regroupement terroriste dans l'est de Djabali, dans le secteur de Nampala. Les opérations de l'armée se sont poursuivies hier lundi 16 décembre où des frappes aériennes des forces armées maliennes ont détruit une base logistique importante des terroristes, selon les termes du communiqué. À Sango, dans le secteur de Nyono, une autre a permis de neutraliser 3 combattants et des munitions dans le secteur de Tessit ou encore la destruction de plusieurs véhicules appartenant aux terroristes. La capture d'Ahmad Agdita pourrait également offrir des opportunités pour le renseignement malien, notamment en matière d'identification des réseaux de financement internationaux et de localisation des bases de l'EIGS. Ces informations pourraient contribuer à anticiper et à contrer les menaces futures dans cette région marquée par une insécurité chronique. En pleine expansion, le secteur de l'immobilier malien a indéniablement de beaux jours devant lui. Les défis à relever ne manquent toutefois pas pour pleinement capitaliser les acquis de la filière. Paul Yapinguesson. Bamako, la capitale du Mali, est en train de devenir un centre économique en plein essor en Afrique de l'Ouest.
Pour les investisseurs à la recherche de nouvelles opportunités, cette ville offre un potentiel de croissance immense avec sa population jeune et dynamique. Un meet-up immobilier à Bamako, parce qu'à Abidjan, nous avons acquis quand même des compétences. Nous avons acquis de l'expérience, nous avons du savoir-faire. Et nous avons beaucoup de propositions, beaucoup d'opportunités d'affaires à Abidjan. Et il faille que nous puissions transporter nos compétences à Bamako, aux Maliens. Avec une urbanisation rapide et une classe moyenne en expansion, la demande pour des logements de qualité et des bureaux modernes augmente. Investir dans l'immobilier peut offrir des rendements substantiels, notamment dans les projets résidentiels, commerciaux et hôteliers. Mais il urge de trouver des solutions idoines aux litiges fonciers qui sont de nos jours une menace pour la paix sociale et les rapports de bon voisinage. Aujourd'hui, on a suffisamment de textes qui réglementent l'accession au foncier. Voilà, donc il s'agit pour tous les acteurs de se donner la main et de buter hors de l'espace immobilier tous ceux qui sont dans l'illégalité. Parce que si vous voyez qu'il y a des spéculations foncières, c'est des gens qui surfent sur des failles ou bien sur des vides laissés par les autorités, laissés par les professionnels. J'ai dit que nous faisons la due diligence. La due diligence, c'est la prestation phare que nous présentons à toutes les personnes qui sont intéressées pour investir dans l'immobilier. C'est la prestation phare parce que c'est une prestation qui sécurise les investissements en immobilier. Tout ce qui est transaction immobilière doit faire l'objet d'une due diligence. La due diligence, c'est toutes les vérifications à toutes les étapes. C'est vrai, les notaires font des vérifications, mais nous faisons aussi des vérifications plus approfondies. Et déjà, ça garantit un investissement sûr. Pour Ayaou Consulting, investir à Bamako présente de nombreuses opportunités passionnantes avec un potentiel de croissance élevé. Cependant, il est crucial de mener une étude de marché approfondie et de s'entourer de partenaires locaux fiables pour maximiser les chances de succès. L'école est un milieu de mixité sociale où se rencontrent des enfants issus de milieux différents. L'uniforme scolaire vise à promouvoir l'égalité entre les élèves et à limiter les écarts vestimentaires. Toutefois, son coût élevé représente un véritable défi pour les familles les plus démunies. C'est le Focus Éducation de ce mardi avec Soumaïla Fani. L'école et une certaine liberté ne font pas bon ménage. C'est dans ce contexte que les recours à l'instauration du port de l'uniforme scolaire trouvent ses fondements en vue d'éviter les complexes et les frustrations entre les apprenants et de donner une meilleure image de l'école. Quand vous prenez le règlement intérieur qui régit nos établissements secondaires, il est dit dans ce règlement intérieur à son article 31 que le port de la tenue scolaire est obligatoire. Et immédiatement, à l'article 32 du même règlement, il est stipulé que le non-respect des dispositions de ce règlement intérieur est considéré comme une faute. Quand vous prenez un établissement, mais c'est un établissement, c'est quoi? C'est un assemblage d'enfants, des enfants qui viennent d'horizons différents. Maintenant, pour ne pas créer entre ces enfants-là un certain esprit de supériorité ou bien d'infériorité, parce que ça peut arriver, c'est des enfants. Ils apprennent à se comparer entre eux. Pour éliminer tout cet état d'esprit-là, on crée ça, la tenue là. Et à l'école aussi, il y a moins de conflits aussi entre l'élève et l'enseignant aussi, souvent qui dit à l'enfant que ta tenue n'est pas décente, donc souvent il faut savoir s'habiller aussi. Donc il y a ces côtés économiques maintenant au niveau maintenant des parents. Donc chez nous aussi, il y a un sentiment de sécurité aussi, ça sécurise l'enfant. L'enfant est à l'abri maintenant de certains comportements. Par exemple, dans la cour, si un corps étranger rentre et qu'il n'est pas en tenue, automatiquement nous savons que ce n'est pas un des nôtres, donc nous l'interpellons directement. Malheureusement, avec la conjoncture économique, bon nombre de parents d'élèves sont en difficulté financière, d'où l'octroi de l'uniforme scolaire à leurs enfants devient une équation difficile à résoudre. C'est vrai, la tenue scolaire est une obligation. C'est là où je dis souvent dans les textes, là, il y a le texte, il y a l'esprit du texte. Il y a le texte qui dit qu'il est obligatoire, mais il y a l'esprit du texte, il faut tenir compte de certains paramètres extra-texte. Imaginez un soudeur, un menuisier métallique par exemple, qui a 2 enfants ou 3 enfants dans un lycée. En cette période de coupure généralisée d'électricité, il ne travaille pas. Vous comprenez ça? Mais il a des difficultés. D'abord, payer les fournitures. La tenue vient s'ajouter à ça. Mais c'est des difficultés. Ça, un chef d'établissement doit tenir compte de ça. C'est-à-dire,
vous donnez l'impression que vous menacez les enfants, vous les imposez. Mais dans votre fort intérieur, vous-même, vous savez que c'est difficile pour les parents. Donc c'est à vous maintenant de savoir ménager la choux et la chèvre, quoi. Dans le temps, c'est en commune 4 avec Kamala était maire, avait instauré la tenue scolaire au niveau de la commune 4. Et vraiment, j'étais le premier responsable de la gestion de cette tenue scolaire au niveau de la commune 4. Dans le temps, nous avons été obligés d'aller négocier d'abord avec la Comatex pour avoir la tenue à bon prix. Il faut trouver un moyen pour assouplir les frais de la tenue scolaire aux parents d'élèves. Toutefois, s'il faut y retenir un autre aspect positif de cette uniforme, c'est bien qu'elle simplifie la routine quotidienne, car pour beaucoup d'élèves interrogés, l'uniforme coupe court aux casse-têtes et aux disputes chaque matin pour savoir comment s'habiller pour l'école. Et on parle sport. La Confédération africaine de football, CAF, a officiellement dévoilé hier lundi les dates officielles de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui aura lieu au Maroc. Assetoumani Koulibaly. Ce lundi, le comité exécutif de la Confédération africaine de football s'est réuni du côté de Marrakech au Maroc pour annoncer les prochains grands événements de l'année 2025 pour le football africain. Une année importante puisqu'elle est marquée par la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 du côté du Maroc. Décalée en décembre 2025 puisque cet été sera consacré à la Coupe du monde des clubs, la compétition vient de voir son planning s'ajuster. La CAF a en effet annoncé hier, à l'issue de la réunion de son comité exécutif, des dates officielles en marge des différentes compétitions en attente. En ce qui concerne la prochaine CAN 2025 prévue au Maroc, l'affiche désormais retenue pour la compétition est du dimanche 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. En prélude à cela, en janvier 2025 à Rabat se tiendra le tirage au sort officiel des groupes. Initialement, la CAN était prévue à l'été 2025. Ce décalage s'inscrit surtout pour alléger les calendriers prévus, notamment le mondial des clubs par la FIFA aux États-Unis, prévu du 15 juin au 13 juillet 2025. Cette décision devrait permettre aux stars africaines évoluant particulièrement en Europe de pleinement prendre part aux compétitions locales et internationales. Au cours de cette réunion avec le comité, la CAF a saisi l'occasion en dévoilant également les dates des phases finales des CAN U17 et U20. Après la fin de la phase éliminatoire le 26 novembre dernier, la CAN U20 aura lieu en Côte d'Ivoire du 26 avril au 25 mai 2025. Quant à la CAN U17, elle est prévue au Maroc du 30 mars au 19 avril 2025. Il faut noter que la moitié des pays sont déjà connus, dont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, le Maroc ou encore l'Égypte. Nous restons à Marrakech où Ademola Lookman a été désigné hier lundi Ballon d'Or africain 2024, succédant ainsi à Victor Osimhen, son compatriote. Face à Lookman, 4 autres joueurs étaient sur la liste des nominés, parmi lesquels Simon Adingra et Serhou Guirassy. Avec cet exploit, Ademola Lookman est devenu le 6e Nigérian à inscrire son nom au palmarès du Ballon d'Or africain. Le Malien Yves Bissouma a lui obtenu sa place dans le 11 type africain et Mercier Faye a été désigné meilleur entraîneur d'une sélection africaine et la Côte d'Ivoire est désignée meilleure nation africaine de l'année. Et c'est sur cette note sportive que se referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même plateau.